Donc bonjour et bienvenue à cette table ronde qui s'intitule Le jeu vidéo à la maison et qui sera organisée en 3 temps. En premier lieu, qui joue dans le foyer et pourquoi joue-t-on à des jeux vidéo? Ensuite, comment cohabiter entre joueurs et non-joueurs ou entre joueuses et non-joueuses? Une annonce. Mesdames et messieurs, la Cité des sciences de l'industrie vous invite à participer à une table ronde sur le thème du jeu vidéo à la maison. Rendez-vous à 11 heures dans l'e-lab espace jeux vidéo au 2e étage d'Explora. Ouais. Donc cette table ronde interrogera trois aspects du jeu vidéo à la maison. En premier lieu, qui joue dans le foyer et pourquoi joue-t-on à des jeux vidéo? Ensuite, comment cohabiter entre joueurs et non-joueurs ou entre joueuses et non-joueuses? Puis, que permettent les vidéos au-delà du divertissement? Vous êtes bien sûr invités à prendre part à tous les échanges et les débats, puisque c'est un dialogue entre les intervenantes et la salle. Et je vais vous présenter tout de suite nos 3 intervenantes. Nous avons Hélène Birlouez. Tu es doctorante en sociologie de l'image à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Tu es chercheuse au Lutin, au laboratoire des usages en technologie d'information numérique, et rédactrice en chef adjointe de la revue Immersion. Hélène, quel est le titre de ta thèse et quelles en sont les hypothèses et les pistes de réflexion? Bonjour. Alors en ce moment, donc, ma thèse s'intitule L'impact des jeux vidéo sur les comportements. Et donc elle vise à comprendre comment les jeux vidéo, notamment les serious games, peuvent influencer et modifier les comportements des joueurs. Voilà. Vanessa Lalo, tu es psychologue clinicienne. Quelle place ont les jeux vidéo dans ton travail de psychologue? Alors je parle beaucoup des jeux vidéo avec les parents, les enfants et les adolescents, puisque ça reste une préoccupation aujourd'hui au XXIe siècle. Donc dans les consultations, bien entendu, ça prend beaucoup de place. Voilà, je me sers beaucoup du jeu vidéo comme support et prétexte au dialogue. Et je réponds à beaucoup de questions autour du jeu vidéo et comment s'en servir en famille ou comment essayer de trouver des solutions en famille. Et essayer de voir aussi comment utiliser le jeu vidéo à des fins éducatives, culturelles, voilà, pas seulement dans un cadre de thérapie. Et Marianne Tostivin, vous êtes game director chez Gamabilis, une start-up qui développe des serious games. Qu'est-ce qu'un serious game et quel est le travail d'un ou d'une game director? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un serious game? Le serious game, en fait, ce sont des jeux qu'on utilise soit pour apprendre quelque chose. On va dire que le serious game, c'est un petit peu la rencontre de la formation, de l'e-learning et du jeu vidéo. Voilà, pour faire assez court. Alors, c'est quoi le e-learning? En fait, c'est tous les systèmes de formation numériques. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont été amenés à tester. Alors, il y a les MOOC, par exemple, qui font partie des outils d'e-learning. Donc voilà, voilà un peu le serious game. Donc c'est la formation qui est allée vers le jeu, vers la gamification. Qu'est-ce qu'être game director? C'est l'autre question. Alors game director, c'est un peu le réalisateur, voilà, pour faire la comparaison avec l'audiovisuel. Moi, mon rôle, plus concrètement, j'ai fait beaucoup de game design, donc de la conception de jeu. Et aujourd'hui, en fait, je pilote une équipe. Et donc être game director, ça va être donner la vision du jeu qu'on veut produire, qu'on veut réaliser, et faire en sorte que tout le monde dans l'équipe aille dans la même direction et fasse au mieux pour créer ce jeu. Et nous, chez Gamabilis, on ne fait pas tout à fait du serious game, on fait ce qu'on appelle du game for change, ou du jeu à impact. C'est pour ça que Hélène travaille avec nous. C'est-à-dire qu'on travaille sur des jeux vidéo qui vont aider les gens à modifier leur comportement, que ce soit à l'échelle individuelle, collective ou sociétale. C'est-à-dire, par exemple,
améliorer. On fait de la prévention. Par exemple, on a travaillé sur les questions de santé et sexualité. On a fait un jeu qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes. En fait, on essaye de voir comment on peut utiliser le jeu vidéo pour aider chacun à améliorer sa propre vie ou à améliorer la façon dont on vit ensemble. Voilà, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, plus en détail. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'hésitez surtout pas à me faire signe si vous voulez interrompre un débat, poser une question, ajouter quelque chose. Voilà, vous me faites signe. Donc, selon une étude du CEL Médiamétrie réalisée en septembre 2018, 51% des Français jouent régulièrement à des jeux vidéo, dont 53% d'hommes et 47% de femmes. Et 74% des Français jouent au moins régulièrement. Et presque toutes les tranches d'âge sont concernées. Yes. C'est effectivement l'image qui est derrière moi. Alors, ça signifie que tout le monde joue aux jeux vidéo ? Oui, je pense qu'effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'une grande partie de la population française joue aux jeux vidéo. Je passerai la parole à Vanessa juste après, mais quand on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte quand même que, effectivement, contrairement à l'idée reçue, les joueurs sont plus âgés que ce qu'on s'imagine, et le public est très féminin. Alors les gens ne vont pas jouer, si on veut catégoriser, tout le monde ne va pas jouer au même type de jeu, mais aujourd'hui on a une telle pluralité dans l'offre vidéoludique qu'en fait tout le monde peut trouver un jeu qui lui plaît, que ce soit du casual game ou du jeu plus hardcore gamer. Oui. Du coup, moi j'interroge toujours les chiffres. Quand on me présente des chiffres, je me demande quand même toujours ce qu'ils peuvent vouloir dire. Effectivement, ils sont surprenants, ces chiffres, quand on nous donne une moyenne d'âge très élevée par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir du joueur de jeux vidéo. Ça nous interroge. Comme tu le disais, on a tout un tas de personnes très différentes qui jouent à des jeux vidéo. On a beaucoup de seniors, de plus en plus, qui utilisent les jeux vidéo en maison de retraite pour des soins, pour lutter contre les dégénérescences liées à Alzheimer. Enfin, on en reparlera aussi après de différentes applications. Mais on a quand même plein d'usages possibles du jeu vidéo. Après, ces chiffres me questionnent toujours malgré tout, parce qu'on a vu une démocratisation des jeux vidéo grâce au support mobile. Tout ce qui est tablette, téléphone a permis à ce que beaucoup de femmes, notamment, s'imprègnent du jeu vidéo. Je donne souvent l'exemple de Candy Crush parce que les femmes connaissent bien ce type de jeu-là. On voit quand même que ce n'est pas du tout les mêmes types de jeux ni les mêmes pratiques quand on joue à un jeu mobile 5 minutes par-ci par-là dans les transports en commun, et quand on joue plusieurs heures en équipe, en réseau, quand on est un jeune, notamment à Fortnite par exemple, qui est le jeu qui a un peu envahit les familles. Donc quand on donne des statistiques générales, je crois que c'est toujours intéressant aussi d'aller un peu plus loin dans ces différentes statistiques, ce que ça peut présenter derrière comme opportunité, et montrer aussi qu'il y a une diversité, même si on a de plus en plus une uniformisation. En tout cas, on voit qu'on est de plus en plus tous joueurs, qu'on peut tous trouver son compte dans les jeux, peu importe l'âge, peu importe ses obédiences, peu importe les valeurs que l'on a envie de transmettre. On va pouvoir trouver un jeu qui nous permette de rêver, de se raconter des histoires au même titre que les livres, que les séries, que le cinéma. Et on se rend surtout compte que le jeu vidéo est un média comme les autres, en fait. C'est peut-être ça qui est intéressant aussi à aller promouvoir dans notre discours. C'est que voilà, on est loin de l'ovni que le jeu vidéo pouvait être il y a 40 ans. Aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien, et ça fait partie de ces objets qu'on s'est largement appropriés dans tous les pans de notre société. Et la culture, bien sûr. La culture populaire. Tu veux compléter ? Donc l'étude montre qu'il y a quand même 97% des 10-14 ans qui jouent à des jeux vidéo, donc c'est plus que dans toutes les autres tranches d'âge, alors que la même étude révèle aussi que les jeux pour enfants sont parmi les moins joués, 17%, aux côtés des jeux de tir à la première personne. Pourquoi ? Bon, je dirais que sans doute la première raison pour laquelle la tranche d'âge, la préadolescence est celle où on joue le plus, c'est aussi peut-être parce qu'on a plus le temps, peut-être par rapport à des gens un peu plus âgés qui vont avoir
Ah, bon, je te passe le micro dans quelques instants. Et sans doute que des jeux type Fortnite, ça va au-delà du jeu vidéo. On y passe du temps parce que je pense qu'Hélène nous en reparlera aussi. C'est jouer, mais c'est aussi partager du temps ensemble, discuter, échanger. Et sans doute, c'est une tranche d'âge où on ne sort pas encore forcément énormément et où on va pouvoir communiquer avec ses amis voilà, à travers les jeux. Après, je pense que c'est aussi un phénomène qui va se décaler. Les gens qui ont 40 ans aujourd'hui ont quand même grandi avec les jeux vidéo. Ceux qui ont 14 ans aujourd'hui, ça leur paraîtra normal et ils continueront sans doute à jouer quand ils auront 40, 50 ans. Alors peut-être pas au même jeu qu'ils jouent à l'heure actuelle, mais comme on lit pas les mêmes livres aux différentes étapes de sa vie ou qu'on n'apprécie pas les mêmes films, mais voilà. Mais je pense quand même que le temps sur l'investissement, tu parlais tout à l'heure des Candy Crush Saga, le casual game a permis aussi à beaucoup de gens de découvrir le jeu vidéo sans avoir à investir des heures et des heures, des week-ends entiers ou des soirées entières pour suivre une histoire un peu complexe, une quête complexe. Donc je pense qu'effectivement, quand on est... voilà, il y a certaines tranches d'âge où on a peut-être plus l'occasion de passer du temps... Je suis à la fois d'accord, mais à la fois pas d'accord, dans le sens où c'est finalement les adultes qui ont le temps et c'est pas les enfants. Parce que les enfants, ils ont un emploi du temps qui est très serré. Ils doivent aller à l'école de telle heure à telle heure, ils ont les activités extrascolaires, périscolaires, et tout est très cadré dans la vie d'un enfant, d'un adolescent. Les parents sont quand même derrière leur dos aussi, malgré tout, pour qu'ils arrêtent de jouer au bout d'un certain temps. Et justement, les ados aujourd'hui rêvent d'avoir la liberté des adultes, de pouvoir passer 48 heures s'ils le souhaitent, enfermés à jouer à des jeux sans avoir personne qui les arrête. Et quand je discute avec un certain nombre d'adultes, en fait, c'est eux qui ont le temps de justement rester enfermés tout un week-end pour jouer à certaines sagas dans une certaine continuité. Mais tout comme beaucoup de gens aujourd'hui font la même chose sur Netflix, à regarder des séries, voilà, en passant d'épisode en épisode. Un enfant a quand même en général un cadre qui est mis par les parents, et donc on a l'impression qu'ils ont le temps parce qu'ils ont moins de responsabilités, mais finalement ceux qui ont vraiment le temps et qui peuvent en tout cas choisir, avoir la liberté de savoir comment dispatcher leur temps dans le divertissement, ce sont quand même les adultes. Quand on voit Pokémon Go, par exemple, qui avait fait des émules il y a quelques années, au départ c'était très tourné sur les enfants ou les grands ados. Au fur et à mesure, ceux qui restent aujourd'hui, qui sont encore joueurs, c'est des 40+, c'est ceux qui ont le temps. C'est ceux qui justement ont le temps d'aller marcher pour faire éclore leurs œufs, qui ont le temps d'aller faire les batailles. C'est ceux qui ont la capacité technologique aussi d'avoir des appareils qui coûtent cher et qui marchent suffisamment bien pour pouvoir faire tourner ce type de jeu. Donc on voit qu'en fait, on a l'impression que tous ces jeux sont effectivement peut-être destinés des fois aux enfants, ou que c'est les enfants qui auraient le plus de temps, ou les ados d'autant plus. Mais je crois qu'on se trompe quand même relativement. Ceux qui ont le temps vraiment de faire des longues sagas, ce sont les adultes. Mais c'est là où on peut revenir sur le type de jeu qui est joué par les enfants. Les enfants ne vont pas jouer, bien sûr, au même jeu que les adultes. Les enfants ne vont pas forcément chercher à aller sur des jeux à saga avec des opus où on va jouer pendant plusieurs heures en s'immergeant dans des univers virtuels, on va dire. Enfin, j'aime pas le mot virtuel, mais des univers immersifs. Les enfants ont plus tendance à jouer tous au même jeu qu'on se montre en cours de récréation. Donc ça va être Clash of Clans, Clash Royale, Fortnite. Enfin, en ce moment, c'est Fortnite sur lequel... tout le monde joue, et les adultes y jouent beaucoup moins à ce type de jeu-là parce qu'on n'y trouve pas forcément son compte, parce que c'est un graphisme sous forme un peu de cartoon, un peu sous forme de BD, et du coup les grands ados même trouvent que c'est des jeux de bébés, Fortnite. Donc c'est assez rigolo de voir comment chacun s'approprie aussi les différents jeux. C'est un jeu qui est 12+. Et finalement, les enfants, à partir de 7-8 ans, veulent absolument y jouer. Dès qu'ils ont 12-13 ans, ils commencent à se dire, puisque c'est 12+, c'est déjà un jeu de bébé. Et puis à 16-18 ans, ils veulent passer à PUBG, qui est un peu l'équivalent de Fortnite en Battle Royale, mais où on se tire dessus à la première personne, parce que voilà, il y a ce côté enfreindre aussi les règles. On ne va pas jouer à un jeu qui est destiné à son âge. Voilà, il y a un côté, si j'enfreins pas les règles, quelque part, je rate ma vie. Enfin, bon, je dis ça pour rigoler, bien sûr, avec provocation, mais les enfants vont pas forcément jouer aux jeux qui sont indiqués
pour leur âge. Et c'est là que le rôle de l'adulte aussi est important, d'aller peut-être recadrer à certains moments tout ça, de proposer des alternatives aux jeux qui sont joués en cours de récréation. En tout cas, montrer qu'on s'est approprié peut-être nous-mêmes suffisamment ces médias pour pouvoir leur proposer aussi autre chose. Tout comme on a tendance à des fois lire des livres qui ne sont pas les plus intéressants quand on se montre des bouquins en cours de récré. Et puis les parents, ils apportent aussi une autre plus-value, pareil avec les films. Enfin, je reviens toujours à ces médias un peu où chacun doit s'approprier peut-être cette notion de médias et d'outils qui peut servir des valeurs éducatives, pédagogiques. Mais c'est vrai que les enfants ne vont pas jouer aux jeux qui sont estampillés pour enfants. Parce qu'il y a un côté, si on dit à un enfant de jouer avec une maison de poupée, il va dire je ne suis plus un gamin. Puis dès qu'il va grandir un tout petit peu, il va nous demander d'acheter les Sims en jeu vidéo et ça va être en fait une maison de poupée, mais virtuelle. Et donc il va avoir l'impression de ne plus être en train de jouer à la maison de poupée. Il y a pareil avec Minecraft, on a pu voir les enfants ne veulent plus forcément jouer au Lego et puis à un moment hop on passe sur Minecraft alors que c'est des Lego virtuels, mais on a l'impression de s'être approprié sa propre construction autrement parce qu'on est passé sur l'étape de l'autonomisation en fait, où on a le droit de faire ce qu'on veut un peu en secret derrière son ordinateur ou derrière son écran. Donc il y a aussi cet enjeu là, on en parlait dans nos échanges de mails, on était en rebondir dessus, mais sur l'intimité des enfants, la place de leur intimité, et le fait qu'ils n'aillent pas jouer aux jeux auxquels on s'attend, justement, c'est pas pour rien dans leur construction. Je peux faire juste une petite précision sur le côté de l'âge les jeux recommandés pour tel ou tel âge. Il n'existe pas à l'heure actuelle de classification réelle. En fait, il y a un système de PEGI qui met sur les jeux qui donne un âge conseillé. Ça ne veut pas dire, en fait, quand on a un jeu plus 12, ça ne veut pas forcément dire que ce jeu-là va être jouable par des gens de 12 ans. Ce que veut dire cette classification, c'est qu'a priori, les gens de 12 ans ne seront pas choqués, ne seront pas traumatisés s'ils regardent ce qui se passe. Enfin, je dis ça rapidement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux qui sont plus 3 et qui sont trop compliqués pour un enfant de 4 ans. Ça veut juste dire qu'a priori, on n'aborde pas des sujets qui sont des sujets qui peuvent les choquer. Voilà, juste petite parenthèse informative pour les parents. Je rajouterai un tout petit complément là-dessus. Effectivement, PEGI, donc le Pan-European Game Information, est venu aussi se généraliser sur mobile. Et donc on voit par exemple que Word, donc pour le traitement de texte, c'est PEGI 3. Donc pour aller dans ce sens-là, effectivement, il faut se poser la question, est-ce qu'on a la possibilité de la jouabilité? Est-ce qu'on sait lire? Est-ce qu'on a la capacité en fait, de se servir de l'outil qu'on nous met entre les mains? Donc le fait qu'on ne soit pas choqué, c'est une chose. Est-ce qu'on peut s'en servir et est-ce qu'on saura le manier correctement? C'en est une autre. Donc c'est quand même toujours à l'adulte d'aller aussi se poser la question de est-ce que mon enfant est prêt à aller se confronter à telle ou telle image, tel ou tel contenu? Et c'est important de ne pas forcément laisser une préconisation prendre des décisions à notre place, puisque c'est nous qui devons, malgré tout, nous poser des questions, comme on le fait quand on achète des jouets tangibles, quand on achète des DVD, et on n'achète peut-être pas forcément toujours le livre qui est destiné à l'âge précis de l'enfant, mais on va le faire en fonction de ce qu'on connaît, de ses valeurs morales, de sa maturité, de son développement cognitif, émotionnel. Voilà, donc après c'est toujours l'adulte quand même qui connaît à la fois l'environnement de son enfant et qui sait aussi ce qu'il a envie de lui mettre entre les mains. Je crois que c'est important de remettre aussi un peu, non pas la responsabilité sur les adultes, mais de reprendre la main en tout cas sur ce que sont ces médias et de se dire qu'on a le choix aussi de ce qu'on va leur proposer. Tout à l'heure, Vanessa, tu en as un peu parlé, que justement, le jeu est social dans le sens où on va jouer pour développer ses sociabilités et aussi parce que c'est ce dont on parle dans la cour de récréation, etc. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on joue? Et en particulier, pourquoi est-ce qu'on joue à des jeux vidéo? Je parle encore. Pourquoi on joue? Est-ce que... Non mais vas-y, je reprendrai après. Alors, pourquoi on joue? Donc, il y a un philosophe français, Roger Caillois, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui a fait une classification des différents types de jeux. Donc, si je pouvais retourner... ouais, voilà, Roger Caillois. Donc, déjà, qui a différencié deux façons de jouer.
donc ce qu'il appelle le play et le game. Donc le play, ça va être, donc je vais prendre un exemple, par exemple du foot. On va jouer, on va juste se faire des passes, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et le game, où là, va y avoir un match avec des perdants, des gagnants, des contraintes. Et après, il a classé le jeu en 4 catégories. Donc ce qu'il appelle l'Agon, qui est un jeu avec de la compétition, donc le Cluedo, le Uno et plein de jeux vidéo de ce type. L'Aléa, qui est plus un jeu de hasard, donc des jeux de dés, des jeux de cartes. Et puis après, 2 autres catégories, le Mimicry et le Healings, qui sont d'autres jeux donc, de simulation où on joue par exemple au papa, à la maman, des choses comme ça. Et le Healings, où c'est des jeux où on perd un peu le contrôle, donc par exemple des jeux de fête foraine où on tourne sur soi-même, on a le vertige. Et ce qui est intéressant chez Roger Caillois, c'est que pour lui, le jeu, c'est aussi une façon pour l'enfant de passer du naturel au culturel et de l'instinct au social. Et donc d'apprendre à gérer un ensemble de règles, un ensemble d'enjeux, un ensemble de contraintes, et qui reprennent finalement un petit peu la socialisation qu'a l'enfant dans son éducation et quand il grandit. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, Vanessa, sur pourquoi on joue. 1967. Je compléterai avec le discours de Winnicott, psychanalyste anglais qui donc a écrit des choses avant, parce que je lui demandais à quel moment c'était. Il distinguait justement ce playing, gaming, pour expliquer qu'il y a le jeu qui correspond aux contraintes, aux règles, à ce qui finalement sont les jeux des adultes, qui sont contraignants, réglés, scriptés. Et puis l'activité de jouer, le playing, c'est plutôt l'enfant qui va sauter de feuille en feuille, compter les chewing-gums, voilà, avec un jeu qui est très évolutif en fonction de l'environnement. Et ça, c'est très important aussi de bien distinguer ce qui va plus correspondre à un besoin de l'adulte d'avoir quelque chose qui est cadrant, donc qui va nous apporter une sorte de sécurité dans laquelle on est voilà, bien encadré. Et puis le jeu qui va donc être évolutif et qui va bouger énormément en fonction de ce à quoi on est confronté, de nos idéaux du moment, de nos fantasmes du moment. Et le tout petit enfant, il pourra jamais en fait devenir un adulte bien constitué. Je vais me faire attraper. Il faut que je parle bien dans le micro, comme ça. Merci. Le petit enfant ne pourra pas se construire si finalement il ne joue pas. Les premières semaines de la vie, on voit bien qu'un enfant, il se met à jouer avec sa couche, avec sa bave. C'est vraiment l'activité de jouer, en fait, elle est constitutive de la vie d'un petit humain. C'est comme ça qu'il va réussir à se séparer de son environnement, à comprendre qu'il a une identité propre et qui va pouvoir se structurer tout simplement. C'est ce qu'on appelle le principe de la réalité et le principe de plaisir en psychanalyse. Je vais peut-être pas développer ces notions pendant 107 ans, mais un enfant, par exemple, qui apprend, qui commence à jouer à marée basse, qui fait un château de sable, et bien quand la marée va monter, le château de sable, il va être enseveli. Et l'enfant, il va pas avoir d'autre choix que de comprendre que là, s'il essaye de refaire le château à cet endroit-là, c'est pas possible, puisque de toute façon, la mer, elle a déjà monté. Et puis, si l'enfant essaye de refaire exactement le même château avec du sable sec, ça ne fonctionnera pas non plus, puisque là, le sable sera sec, donc plus volatile, donc il ne pourra pas faire les mêmes détails de son donjon. Et c'est comme ça que les enfants apprennent aussi à se constituer, tout simplement, et à comprendre qu'il y a une réalité, que quoi qu'il en soit, la mer sera plus forte en fait que son fantasme, même si l'enfant peut rêver avec toute sa toute-puissance que je rêve que j'étais une belle princesse, ou je rêve que j'avais un super château avec un donjon, eh bien la réalité va venir reprendre le dessus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on se rend compte que sans le jeu, finalement, on ne deviendrait pas un individu propre, bien constitué, avec voilà, notre individualité, tout simplement. Donc après, on va continuer à jouer pour grandir, pour se développer, mais sans s'en rendre compte. On ne se rend pas compte, en fait, qu'on est en train de développer toutes les parties de notre cerveau grâce au jeu. Et j'en reviens toujours aux activités des enfants. L'enfant qui va construire, par exemple,
qui va empiler des cubes, il y a un moment où l'enfant il va avoir besoin de se jeter sur ces cubes d'une manière ou d'une autre pour vérifier un peu est-ce que je vais me faire mal, est-ce que je pourrais reconstruire de la même manière, est-ce que j'aurai le droit de reconstruire de manière différente, est-ce que je vais avoir le droit de m'approprier tout ça, est-ce qu'un angle quand je tombe dessus ça fait mal, si je tombe sur la face est-ce que ça fait mal. L'enfant va chercher à s'approprier en fait son environnement, la vie, la solidité des matériaux, et en fait on apprend énormément de choses grâce au jeu. Et en vieillissant, en grandissant, en vieillissant, on a de plus en plus de mal à supporter cette notion de jeu parce que c'est régressif et qu'on nous a appris finalement que le jeu c'était dédié aux enfants, alors que finalement jouer toute notre vie ça nous apporte quelque chose, et cette régression elle peut être quand même très, très intéressante, et elle nous apporte dans tous les cas quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est plus censuré là-dedans. Et c'est Montaigne qui disait que le jeu est l'activité la plus sérieuse des enfants, et on comprend pourquoi finalement c'est si important de jouer. Et donc dans le foyer, si je suis un parent qui ne joue pas, que mes enfants jouent, comment est-ce que je peux en discuter avec eux? Comment est-ce que je peux à un moment, moi aussi, m'impliquer dans l'activité de mes enfants? Je pense que quand on a des enfants qui jouent, c'est un peu comme quand on a des enfants qui vont regarder la télé, lire. C'est important d'en discuter avec eux. De toute façon, le jeu, il est prolongé aussi par le dialogue qu'on a autour du jeu. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, en particulier si on vient sur les questions de serious game. C'est-à-dire que intégrer le jeu dans un parcours d'apprentissage, dans une discussion, c'est essentiel. Alors, je pense que oui, c'est normal quand on a des enfants qui jouent, de s'intéresser un minimum à ce qu'ils font. Jouer avec eux, après, pas forcément, parce que je pense que quand on a des pré-ados, ils n'ont qu'une envie, c'est surtout qu'on ne joue pas avec eux. Voilà. Je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, on continue tous à jouer. Alors, plus ou moins, on a plus ou moins un tempérament joueur, mais toute notre vie, on va continuer à jouer. Alors que ce soit sur des jeux cadrés, il y a des gens qui vont jouer aux échecs, aux cartes, à je ne sais quoi. Mais même, la vie est constituée, les interactions sociales sont aussi une forme de jeu. Je pense qu'on est entouré de jeux sans s'en rendre compte. Et que le jeu vidéo, finalement, c'est qu'une partie très visible de cet iceberg-là. Et oui, je vois pas c'est juste un média, je dirais, un peu plus engageant que les médias qu'on avait avant. Tout le monde ne s'autorise pas à jouer. Peut-être, c'est pas... Voilà. Effectivement, l'âge de l'adolescence, c'est un âge où on peut plus s'autoriser. Mais pour en revenir au fait d'avoir des enfants qui jouent et de ne pas jouer, je pense que il n'y a pas tant de choses à dire que ça, si ce n'est qu'il faut discuter avec eux du jeu. Effectivement, il peut y avoir quelques comportements abusifs. Poser des limites, comme dans tout. On ne laisse pas ses enfants regarder la télé toute la nuit, comme on ne va pas les laisser jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Mais voilà, moi, ça me paraît pas en fait être un vrai problème. Mais oui, pour revenir donc sur la pratique du jeu vidéo par les adolescents dans la famille, c'est un petit peu ce qu'a dit Marianne tout à l'heure, mais il me semble que c'est quand même un lieu qui est aussi, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais qui est le lieu de l'adolescent et de ses amis, qui est donc son espace social, et qui est, comme nous quand on était jeunes, la lecture ou sortir avec des amis, qui est aussi un espace réservé, qui lui est réservé et qui doit lui rester aussi réservé. Il ne faut pas se forcer à jouer un jeu qu'on n'aime pas avec lui et lui le forcer à nous voir mal jouer, souvent. Pour revenir aussi sur la question du temps libre, moi je trouve que quand on est enfant, on a beaucoup de temps libre, on s'ennuie beaucoup. On n'a pas école le mercredi, on n'a pas école le samedi, on finit l'école à 16h, nos parents y rentrent les 19h. Et du coup, il me semble qu'on a quand même beaucoup de temps pour justement faire des jeux vidéo ou faire autre chose. Donc pour revenir sur l'âge normalement qui est assigné aux jeux vidéo, par exemple, quand on est jeune, on regarde toujours des films d'horreur qui sont normalement interdits aux moins de 18, on va quand même les regarder. Et après, on va avoir peur. Et du coup, sur la place du jeu vidéo pour l'enfant, qui me semble être un espace important, qui doit être, même si on dialogue, bien sûr dialoguer, mais qui lui laissé aussi. Je vais
quand même réinsister sur cette histoire de divertissement et d'heures libres. Je crois vraiment que quand on voit l'emploi du temps d'un enfant, on voit que l'enfant, il n'a pas tant de temps que ça. Le matin, il doit se lever, il doit faire ce qu'il faut avant d'aller à l'école. Toute la journée, il va à l'école, il a un temps qui est très cadré, avec des activités qui sont imposées. Et puis il rentre de l'école, en général il rentre pas à 16h parce qu'il n'a pas le droit de rentrer tout seul et ses parents ils finissent pas à 16h le travail. Puis il doit faire ses devoirs et c'est très scripté. Puis après il doit manger. Puis après, bon, il doit respecter les règles de la famille. Et finalement, je crois vraiment que les enfants n'ont pas tant de temps que ça. Après, ça dépend du milieu socioculturel aussi, mais mine de rien, on les inscrit à des activités sportives, musicales, culturelles, etc. Et du coup, les enfants ont quand même pas tant de temps libre que ça. Et justement, moi, ce que je dénonce en contre-pied, c'est que les enfants ne s'ennuient plus. Et qu'en fait, ça, c'est une angoisse de l'adulte. On a tellement peur nous-mêmes de s'ennuyer. Quand un enfant nous dit « je m'ennuie », on cherche tout de suite à remplir le vide de son emploi du temps en se disant « au secours, il s'ennuie », ça nous renvoie, nous, quelque chose de mortifère. Et du coup, on leur trouve tout de suite des milliards d'activités, alors que l'enfant, justement, je parlais du playing tout à l'heure, l'activité de jouer, en fait, elle vient pallier à quelque chose de je m'ennuie, donc je ne sais pas quoi faire, donc je vais m'inventer des histoires, je vais me raconter quelque chose, et je vais chercher à trouver des petits jeux pour supporter cet ennui. Et en fait, l'ennui, c'est à l'adulte que ça renvoie à quelque chose de délétère, alors que l'enfant a besoin de s'ennuyer pour se construire. Donc peut-être qu'on peut aussi leur laisser des espaces où non seulement ils ne jouent pas à des jeux vidéo cadrés, mais en plus on leur met peut-être pas un emploi du temps toujours très serré. Voilà, ça peut que faire du bien à tout le monde d'avoir un peu plus de temps de divertissement. Après, le divertissement, je n'ai pas exactement tous les chiffres en tête, mais on a vu qu'on a maintenant 400 000 heures de divertissement par personne sur toute une vie, alors qu'avant, on n'avait pas du tout d'heures de divertissement. Et du coup, c'est pas pour rien non plus que le jeu vidéo est venu prendre autant de place dans notre société. C'est que maintenant, on a aussi du temps tout court pour pouvoir s'adonner à du divertissement, que ce soit du jeu vidéo, du cinéma, de la lecture, des activités culturelles ou autres. Après, bon... Le but n'est pas de trouver qui a une vérité là-dedans, mais quand même, je crois que les enfants, on les occupe un peu trop. Et il y avait une autre... qu'est-ce qu'on disait juste avant? Je ne sais plus. C'est quoi? Ah oui, le jeu en famille. Quand même, c'était ça la question initiale. Moi, je dirais surtout qu'il n'y a pas de règle générale, en fait, et que c'est comme le cinéma. On va laisser des enfants regarder des films tout seuls qui ne nous intéresseront pas, nous, et leur laisser leur espace à eux de liberté, de regarder des films entre eux, entre copains, et d'aller transgresser les règles comme nous, on le faisait, d'aller regarder des films 16+, alors qu'on avait 10-12 ans. Bon, on a toujours enfreint des règles. Et puis, il y a les moments où on va au cinéma en famille, on partage quelque chose ensemble, et on refait le lien. Et je crois que ce qui est important, c'est de faire du lien et d'être dans le dialogue. Donc, le but n'est pas d'être dans l'intrusion. Le but n'est pas d'aller chercher absolument à aller percer la bulle des enfants et d'aller jouer à tout prix avec eux, à leur jeu à eux, parce que de toute façon, vous serez en échec, vous jouerez jamais aussi bien qu'eux, vous ne comprendrez pas leur vocabulaire et ils vont tout de suite vous le faire sentir et vous montrer, en fait, de toute façon, que vous n'avez pas votre place là. Par contre, on peut tout à fait jouer, je ne sais pas, au Rami, au Trivial Poursuite, sur un jeu vidéo en famille, avec la Wii, sur une console familiale, et remettre peut-être cette place un peu plus collective au jeu aussi, et trouver peut-être une autre manière de s'approprier les différentes facettes du jeu vidéo. Il va y avoir le jeu de l'enfant d'un côté, le jeu des parents de l'autre, et le jeu peut-être familial qui permet de reboucler la boucle et de discuter les uns avec les autres avec des médias qui sont peut-être plus interactifs que quand on joue au Rami avec papier et mamie. Mais on peut aussi jouer au Rami et au Scrabble, et il y a tout un tas de jeux entre guillemets sérieux dans notre société à travers des jeux vidéo. Voilà, donc aussi, je sais pas. Je trouve ça compliqué de trouver une règle générale à conseiller. Et je crois que chacun s'approprie aussi tout ça en fonction de ce qu'il est. Et ceux qui ne sont pas du tout joueurs et qui ne supportent pas le jeu vidéo, je comprendrais qu'ils n'aillent pas du tout jouer avec leurs enfants. Ceux qui sont très joueurs, ils peuvent aussi avoir envie de faire une mission en coop dans Portal 2. Et ça peut être aussi très sympa de partager des moments comme ça où justement on recrée un dialogue autrement, et au lieu d'être toujours en face à face avec le côté très frontal et très descendant de je suis le sage, l'adulte, et de manière verticale je transmets à mon enfant des valeurs, là on peut être côte à côte, on peut accompagner, on peut être sur un même espace horizontal aussi, partager une expérience commune. Et des fois on atteint bien plus notre cible en termes de prévention et d'accompagnement quand on est côte à côte. Après, il faut peut-être trouver simplement les bons jeux, les bons espaces, les bons moments,
sans être encore une fois intrusif, mais je crois que ça appartient à chacun après de trouver le juste équilibre. Je voudrais parler de quelques sujets de discussion qu'on peut avoir par rapport aux jeux vidéo quand on est parent et qu'on connaît rien aux jeux vidéo et que notre enfant joue. Il me semble qu'Hélène, tu as préparé des choses là-dessus, par exemple par rapport à la question de l'avatar. Oui, enfin, c'était pour rebondir sur la question de l'avatar. Je pense que c'est d'abord Vanessa qui avait des choses à dire sur qu'est-ce que ça représente pour l'enfant. Moi, par rapport à la question de l'avatar, donc, je voudrais d'abord que tu donnes ton avis sur l'avatar, la relation à l'enfant et son pseudo, son avatar. Par quel bout prendre Je parlais de s'intéresser à ce que font les enfants et s'intéresser aux jeux des enfants pour pouvoir trouver sa propre place d'adulte. Une des bonnes manières peut-être de faire, c'est de demander aux enfants finalement tout simplement à quel jeu ils jouent déjà, pour savoir de quoi on parle. Parce que c'est vrai que moi, les parents qui viennent me consulter, en général, ils me disent mes enfants jouent trop, ou ils sont en excès, ou ils sont addicts. Enfin, il y a toujours beaucoup de ces vocabulaires-là liés à l'excès. Et quand je demande à quel jeu jouent vos enfants, souvent, on me répond je sais pas. Voire même, on me répond je sais pas et je m'en fous. Bon, et c'est là où il y a aussi tout ce travail parental à faire. C'est finalement pourquoi vous êtes au courant de tout ce que fait votre enfant dans la vie tangible, ce qu'il lit, à quel jeu il joue, ce qu'il mange, est-ce que c'est bio ou pas bio, avec lactose, sans lactose, avec gluten. Bon, on sait tout ce que font les enfants au millimètre près, sauf leurs espaces entre guillemets virtuels, parce que quelque part, comme on ne connaît pas bien tout ça, on a du mal à se l'approprier, on a du mal à poser les bonnes questions, et du coup, on a du mal à poser les bons cadres qui vont aller avec. Et je crois que vraiment une des premières manières de faire de la réduction des risques, de prévenir et de s'intéresser à ces enfants tout court, c'est de leur demander à quel jeu ils jouent, avec qui, ce qu'ils y trouvent, et de leur demander donc quel est le nom de leur avatar éventuellement s'ils jouent à un jeu avec avatar, quel est leur pseudo dans le jeu. Déjà, ils vont avoir potentiellement 12 heures de conversation intarissable avec plein d'éléments en fait qui vont peut-être vous illuminer par rapport à la vie de votre enfant. On ne se rend pas compte en fait à quel point ça peut être important. Ça peut avoir été des heures et des heures de discussion avec les copains. Ça peut être lié à un surnom pour une raison ou pour une autre, une bêtise qu'ils ont faite ensemble et quelque chose qui devient caractéristique d'eux-mêmes. Et c'est pas pour rien qu'on s'appelle par son pseudo. Il y a une sorte d'objet trouvé créé en fait quand on s'appelle par son pseudo entre copains. On n'a plus le nom des parents avec quelque chose de très patriarcal. Là d'un coup, nous sommes nous-mêmes créés avec nos propres propriétés. Et on essaye de reconstruire aussi quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre. Donc quelque chose de fantastique dans cette notion de surnom, de pseudo, d'avatar. Et puis quand on regarde les avatars des gamins, on voit qu'en général, soit ils correspondent totalement à leur réalité quotidienne et ils sont très calqués sur ce qu'ils sont. Et c'est très intéressant parce que ça montre aussi une sorte de double de soi-même qu'on cherche à regarder à travers l'écran, une sorte de mise en abîme où on se regarde un peu se regarder, on se regarde évoluer. Soit on est en contre-pied total, on a un petit enfant gringalet qui est en difficulté à l'école, qui se fait peut-être un peu maltraiter par les copains, puis il va prendre le gros tank, le gros bonhomme qui peut prendre les coups dans le jeu vidéo et qui justement est complètement l'opposé de ce qu'il est dans sa psychologie et dans sa réalité corporelle. Et plus les enfants ont des retards pubertaires, plus justement ils vont prendre des gros bonhommes et essayer de compenser quelque part aussi ce qu'ils ne trouvent pas dans la réalité. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être très intéressantes aussi à observer, tout simplement pour mieux comprendre la réalité des enfants. Et quand on essaie de leur demander comment ça se passe à l'école, s'ils ont des copains, s'ils ont une petite copine, en général on se fait envoyer bouler par les enfants de manière frontale. Si on leur demande comment ça se passe dans leurs jeux vidéo, de nous montrer leur avatar, et de nous expliquer un peu dans quoi s'enracinent leurs pseudos de jeu, en fait on se rend compte qu'ils nous parlent d'eux-mêmes de manière très précise et très intime, sans même se rendre compte qu'ils sont en train de nous raconter leur réalité quotidienne. Donc ça peut être aussi un très bon élément de manipulation pour les parents, d'aller poser plein de questions sur le jeu vidéo pour qu'en fait l'enfant nous parle de lui sans s'en rendre compte. En tout cas, sachez que le jeu vidéo est un reflet très absolu quand même de ce qui se passe dans la réalité intérieure de quelqu'un. Moi, j'appelle ça un théâtre externalisé. En fait, on peut vraiment savoir comment fonctionne quelqu'un en regardant sur un écran comment il est en train d'évoluer, quel jeu il a choisi,
dans quel univers il aime se situer. Est-ce qu'il aime les jeux en coopération, les jeux tout seul? Est-ce qu'il aime affronter des intelligences artificielles en permanence et donc être dans un jeu avec son propre ego? Ou est-ce qu'il aime être dans un partage d'expériences avec d'autres personnes où chacun sa responsabilité, chacun sa place? Est-ce qu'il aime les zombies? Est-ce qu'il aime la guerre? Est-ce qu'il aime les univers de fleurs? Est-ce qu'il aime... Bon, ça change énormément en fait la perception qu'on peut avoir de quelqu'un, de se rendre compte aussi qu'on ne va pas tous vers les mêmes jeux, comme on ne va pas tous vers les mêmes bouquins. Moi, je pose plein de questions, mais j'ai pas d'enfant, hein, donc vraiment, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Merci. C'est une question qui s'adresse plutôt aux éditeurs de jeux, parce que nous, on a 3 enfants enfin 2 garçons qui jouent pas mal. Et en fait, le problème du jeu vidéo, c'est que c'est la sédentarisation en fait de l'enfant face à l'écran. Et la question, c'est de savoir à quel moment l'enfant va être amené à se dire qu'il y a plusieurs muscles dans son corps, il n'y a pas que le cerveau. Et il faut aussi qu'ils se mettent en action de ce côté-là. Est-ce que les éditeurs ou est-ce que les gens qui réfléchissent autour du jeu vidéo à l'heure actuelle ont conscience de ça et ont peut-être des projets par rapport à cette question de la sédentarisation et au fait que l'enfant bouge moins qu'avant, quoi. Alors, je pense que les enfants, comme les adultes, bougent moins qu'avant. Mais après, alors, on parlait de Pokémon Go. Il y a des jeux qui font sortir. Il y a, donc je prends les jeux en réalité augmentée, par exemple. Les jeux en réalité virtuelle font bouger les gens. On a aussi un certain nombre de jeux, par exemple la Wii, la Kinect, ont incité les gens à bouger devant leur écran. Effectivement, le jeu vidéo, en général, ça se pratique quand même de façon sédentaire. Mais finalement, comme la lecture, le cinéma, je pense que il existe des expériences qui permettent finalement, peut-être pas forcément du jeu vidéo, mais de la gamification d'activités extérieures. Je sais pas, par exemple, des jeux audio qui vous accompagnent quand vous allez faire votre footing et qui vont vous dire « Oula, des zombies arrivent sur la droite, il faut partir à gauche, accélérer un peu », enfin, qui vont gamifier la pratique du sport. Mais on n'est pas vraiment dans du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on utilise, on va dire, ce qu'on appelle la gamification pour finalement inciter les gens à bouger. Donc ça ne fait pas forcément partie, le fait de se dire il faut qu'on fasse sortir les gens de la réflexion des concepteurs de jeux. En revanche, faire bouger les gens devant leur device, justement par exemple sur la réalité virtuelle, ça fait partie des questions qu'on se pose parce que c'est aussi une façon de renforcer l'immersion. De renforcer l'expérience. Quand on a un casque, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester de la VR, quand on a un casque et qu'on découvre un monde complètement différent, le fait de pouvoir interagir en bougeant renforce et de modifier le décor autour de nous va renforcer notre sentiment d'immersion. Voilà. Donc il y a des jeux qui vont faire bouger les gens. Je pense que ça va se développer. Après, il faut le matériel, il faut la place chez soi. Maintenant, effectivement, c'est encore des expériences à la marge. Voilà. Mais voilà, on est toujours sur des questions de limite. Hein, c'est de se dire, effectivement, il faut arriver à trouver un équilibre dans sa vie entre les activités qui sont plus ou moins sédentaires. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Mais voilà. Je complète rapidement. Pas forcément dans les jeux vidéo, mais je pense au géocaching, par exemple. Le géocaching, c'est une sorte de chasse au trésor géante. On se repère à travers notre téléphone avec le petit GPS, à savoir où sont les petites caches, donc où sont les petits éléments à trouver dans l'espace. Quand un enfant est passionné de jeux vidéo, on se rend compte déjà qu'il a une grande abstraction spatiale, puisque ça travaille énormément la spatialité, les jeux vidéo. Donc on peut tout à fait aussi se servir de ce type de jeu, entre guillemets, en famille, qui ne soit pas forcément du jeu vidéo, qui permettent de sortir, de valoriser en même temps les compétences que l'enfant a développées à travers ces jeux et de repartager un moment aussi un petit peu plus alternatif. Et je crois que c'est important qu'on puisse aussi s'approprier les codes éventuellement du jeu sans toujours être dans le jeu vidéo, mais de proposer peut-être autre chose. Et c'est pas pour rien qu'on a tous les escape games en ce moment qui sont en train de se développer
On a de plus en plus d'endroits où on passe 1 heure à essayer de bouger dans l'espace dans tous les sens pour trouver comment on doit sortir de cette pièce. Et ça, c'est fantastique parce qu'on prend tous les codes du jeu, mais en étant dans la réalité tangible, à devoir faire vraiment marcher notre cerveau. Et on se rend compte à la fois que notre cerveau marche bien dans le réel et qu'en plus, à travers les jeux vidéo, on développe plein de compétences qui nous permettent de résoudre ces énigmes-là d'autant plus vite qu'on est spatialisé, qu'on a une manière de réfléchir stratégique, hypothético-déductive qui est extrêmement rapide. Et ça peut aussi être des moments très sympas. Et en famille, on peut tout à fait se créer des escape games, challenger ses enfants en prenant une vidéo, un petit jeu, fabriquer quelque chose et être inventif. Je crois que si on s'appuie un peu sur les codes des jeux vidéo, on peut se rendre compte qu'on peut gamifier, ludifier aussi le quotidien. Voilà. Après, est-ce qu'il faut toujours une carotte pour faire sortir les enfants? Je ne crois pas qu'à un moment, ce soit une bonne idée de toujours être dans cette gratification permanente et de se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, on va me dire merci, on va me donner des points d'expérience. Je crois que c'est une très mauvaise idée parce que notre société elle est un peu trop en train de se transformer comme ça et qu'à un moment, les contraintes restent les contraintes. Mais si à certains moments, on peut s'appuyer aussi sur tous ces codes-là pour aussi aller de l'avant, s'en servir comme levier, ça peut aussi être des belles opportunités. Mais après, je crois que ce qui est important, quand on parle d'excès, d'abus, etc., de jeux vidéo, c'est de trouver l'équilibre. Un enfant qui ne fait que jouer à des jeux, mais qui n'a pas de moments familiaux et qui ne fait pas du tout d'activité sportive ou d'activité physique, ça pose question dans tous les cas, en fait. Et la question, c'est pas est-ce que les éditeurs de jeux doivent faire des jeux qui font bouger. C'est peut-être comment on peut trouver la bonne place avec nos jeux vidéo pour en même temps laisser une place à notre corps. Et l'argument que je donne souvent aux enfants qui veulent tous être joueurs de jeux vidéo professionnels, c'est que les compétiteurs de jeux vidéo, ils ont un entraînement physique sportif tous les jours, au minimum de 1 heure par jour, voire 2 heures par jour. Il y a une vraie hygiène de vie, ils mangent à heure fixe, ils dorment à heure fixe. Tout ça, c'est très cadré, contrairement à ce qu'on peut penser d'un joueur de jeux vidéo qui finalement mangerait n'importe quoi, dormirait n'importe quand et n'aurait aucune activité sportive. Donc on peut peut-être prendre ses contre-pieds aussi et dire que tiens, on va jouer, mais c'est important aussi de laisser la place au corps, de laisser cette adrénaline qui monte comme ça dans un jeu, la tension qu'il y a dans un jeu, c'est bien de pouvoir la dissoudre aussi à un moment dans le réel et de laisser la place à toutes ces activités-là en complémentarité, sans dire qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre. Mais on ne peut pas aller peut-être promouvoir entièrement que le jeu au détriment du reste. J'avais une question par rapport à la construction de l'enfant. Vous disiez tout à l'heure qu'en prenant l'exemple du château de sable, qu'il allait être confronté à la limite, à la réalité. Et dans les jeux vidéo, justement, je me disais, mais là, il n'a plus de limite. Il n'y a plus la limite du réel. Au contraire, il va être dans une sorte de toute puissance. Et du coup, voilà. Parce que dans les jeunes que je rencontre, c'est ça, c'est ce désir de toute puissance qu'ils retrouvent dans les jeux vidéo. Donc je me dis, est-ce que ça les construit aussi? Alors, je vais lui laisser la parole juste derrière parce qu'on a des créateurs. Mais au contraire, le jeu vidéo, c'est vraiment le jeu de l'adulte dont je parlais tout à l'heure. C'est très cadré. On rentre par la fenêtre de l'écran dans un jeu, on sait qu'on rentre dans le jeu, mais tout a été scripté, développé, écrit. On n'a pas de possibilité de faire quelque chose qui n'aurait pas été écrit par le développeur de jeux vidéo. Donc on est dans un espace qui est très cadré, au contraire, dans le jeu vidéo. Donc on a beau potentiellement fantasmer une certaine toute-puissance. En fait, on n'a aucune toute-puissance. On a juste la possibilité de faire dans le jeu ce que le jeu nous permet de faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans le jeu d'une manière très cadrante et à l'intérieur de ce cadre, on a entre guillemets le droit de faire tout ce qu'on veut, sans conséquence et sans risque, et de pouvoir s'approprier cet espace-là, mais qui est circonscrit d'une manière très précise. Donc ça, c'est aussi un point que je trouve intéressant, de se dire je rentre dans cette fenêtre du jeu, je me sens libre dans cette fenêtre de jeu, mais finalement, je suis quand même là où on me dit d'être, avec la possibilité que le jeu me donne d'aller soit à gauche, soit à droite, soit tout droit. De mon avatar, je pourrais le développer, mais de cette manière-là, le transformer de telle couleur, mais pas de telle autre. En fait, voilà, on est dans une toute-puissance, entre guillemets, qui est quand même très resserrée, qui n'a rien à voir avec le château de sable, finalement, dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est vraiment très scripté. Il existe peu de jeux où il n'y a pas de règles, en fait. Et à partir du moment, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans la toute-puissance. On doit
suivre ces règles, on doit utiliser ces règles et ces contraintes. Dans tous les jeux, il y a des règles et des contraintes qui peuvent être très dures. Et l'objectif, c'est de les utiliser pour réussir. Donc finalement, je pense que la transposition par rapport au monde réel, elle est plutôt utile. On apprend à jouer des contraintes pour résoudre un problème. On apprend la persévérance. Le jeu vidéo fait partie quand même des... c'est un média où on apprend à échouer, mais sans régresser. Typiquement, par rapport en général, par exemple, je prendrais un jeu où on va se battre, par exemple, on va avoir un boss de fin de niveau à tuer. Et ben, les enfants, les ados vont être confrontés, vont perdre plein de fois, mais ils vont toujours gagner ce qu'on appelle souvent de l'expérience. Et à force d'échecs, finalement, ils vont augmenter leurs chances de réussir. C'est quelque chose qui leur servira dans la vie. En fait, je pense qu'on est finalement loin de la toute-puissance, mais plus dans comment je m'approprie les règles, comment je m'approprie les contraintes et comment j'apprends de mes erreurs. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à... Enfin, on se rend compte aujourd'hui que peut-être dans l'éducation, on n'a pas su assez valoriser les erreurs, parce qu'on apprend souvent beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites, hein, parce qu'on finalement on n'analyse pas beaucoup moins ses réussites, et on a tendance à valoriser les gens qui réussissent tout de suite. Or, on sait bien que pour construire quelque chose, en général, il faut se tromper avant. Et je pense que le jeu vidéo, au contraire, va apprendre cette résilience et voilà. Après, il va falloir être capable de transposer ce qu'on y apprend dans la vie réelle. Mais je fais assez confiance aux ados pour être capable de le faire. Justement, vous parlez toutes les deux d'apprentissage dans un jeu vidéo. Comment, au moment de la conception d'un jeu, on prévoit justement une courbe d'apprentissage, la possibilité d'échouer, de recommencer, et comment est-ce qu'on apprend un savoir-faire ou une connaissance ? Alors forcément, la courbe, alors ça va on part en fait d'une cible, hein, d'un public auquel on s'adresse et on va dire d'un niveau de compétence qu'on peut lui l'imaginer. Et en fait, donc dans un jeu, souvent on a plusieurs mécaniques de jeu qu'on appelle des gameplays. Et c'est des mécaniques qu'on va introduire progressivement. Alors voilà, on parlait de jeux de tir, mais ça peut être par exemple un gameplay de construction. On peut imaginer ça. Donc on va mettre en place une progression. C'est-à-dire que déjà, on va s'assurer sur les premières interactions que le joueur est guidé et comprend comment le système fonctionne, hein, sur des interactions assez simples. Et puis après, on va lui demander d'appliquer ce qu'il a appris et ce qu'il a compris sur des situations un peu plus complexes. Ça ressemble un petit peu vraiment à des courbes d'apprentissage dans l'éducation. L'idée pour que ça fonctionne, c'est de trouver le juste équilibre entre une difficulté qui soit un niveau de difficulté qui soit suffisamment challengeant pour qu'on soit content de réussir et qui soit pas trop difficile pour qu'on ne soit pas bloqué dans l'échec et qu'on abandonne. Alors, si on a un réglage de difficulté trop dur, les gens lâchent. Si c'est trop facile, c'est pas gratifiant de réussir. Donc voilà, il faut toujours, en fait, pour que les gens soient dans cet état de flow, c'est-à-dire qu'ils commencent à jouer et qu'ils ne voient pas le temps passer. Enfin, c'est un état de flow qu'on trouve dans plein de domaines, hein. On parle du jeu, mais dans l'apprentissage, dans la pratique de n'importe quel métier, on peut atteindre cet état. En général, c'est ça, c'est quand on a un réglage juste entre la difficulté et le challenge, par rapport, que ce soit un challenge qui soit bien réglé par rapport à moi, mes compétences. Donc ça se fait parce quand on conçoit des jeux, on a un petit peu l'habitude en fonction du public auquel on s'adresse. Donc on pose des jalons, mais ça se fait beaucoup en interaction avec les joueurs. C'est-à-dire qu'on organise en général, quand on fait un jeu, énormément de playtests pour pouvoir voir comment les gens prennent en main telle ou telle mécanique. Donc on prend en général des gens qui n'ont différents profils, mais des gens qui n'ont jamais joué ou qui n'ont jamais testé, en tout cas qui découvrent le jeu. On les regarde jouer et on voit ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils comprennent pas. On ajuste, on reprend d'autres nouveaux joueurs, on refait ce test-là, on discute avec eux. Enfin voilà, il y a la courbe de difficulté, c'est un petit peu comme ça que ça se règle. Un peu de l'expérimental et puis un peu du théorique parce que voilà, on a quelques idées.
que dans les apprentissages aussi, ce qui a pu être prouvé il n'y a pas si longtemps que ça avec les sciences cognitives et la neuropsychologie, c'est que ce qui est important dans les apprentissages, c'est la répétition et l'essai-erreur. Hein, on parlait tout à l'heure de cette notion d'essayer d'échouer, entre guillemets, en tout cas de savoir rebondir sur ses erreurs pour trouver d'autres solutions. La mémorisation des apprentissages, elle se passe par la répétition et par cet essai-erreur. Du coup, dans les jeux vidéo dédiés aux apprentissages, ce qui va être très important, c'est justement d'aller accentuer ces mécanismes-là, de répéter l'information, de pouvoir bien se l'approprier en termes de mémorisation, d'essayer de tâtonner, de s'approprier aussi d'un point de vue corporel, hein, finalement, l'information, parce qu'on va la spatialiser autrement, comme c'est passé aussi par le corps. Donc ça, c'est un point aussi qui est assez important. Puis tout à l'heure, on disait que le jeu, il était un peu partout et qu'on s'en rendait pas forcément compte. Ce qui est rigolo avec cette théorie du flow, donc F-L-O-W, c'est une théorie qui finalement aujourd'hui guide n'importe quel game designer ou level designer. Tous les jeux vidéo qui ont des niveaux comme ça qu'on doit suivre de manière progressive, ils sont basés sur cette théorie du flow qui initialement est une théorie d'un sociologue qui a théorisé tout ça par rapport aux interactions sociales, où on se rend compte qu'effectivement l'interaction sociale, en fait, pour qu'elle fonctionne, il faut que ce soit un juste équilibre entre maîtrise, ennui, challenge et frustration. Si on rencontre quelqu'un qui finalement veut pas nous donner son numéro de téléphone et qu'on doit se retrouver en difficulté et ramer pendant des semaines, à un moment on va lâcher, hein. Et puis si la personne directement elle est très intrusive et qu'elle vient comme ça envahir notre intimité, on va tout de suite lâcher aussi. Et ce qui est, je trouve très rigolo, c'est que cette théorie n'a jamais pointé son nez pendant des années et des années, enfin je sais pas combien de 30 ans, 40 ans. Il a fallu, avant qu'on reparle de cette théorie, qui d'un coup est devenue la règle générale du jeu vidéo, et on peut enfin se la réapproprier pour se rendre compte que nos interactions sociales sont quelque part un jeu et qu'elles sont basées effectivement sur ces mêmes mécaniques de comment je trouve le juste équilibre. Et finalement, nos relations sociales sont très ludiques. Donc voilà, je trouve ça rigolo de retomber sur nos pattes comme ça et de pouvoir redorer le blason de ce sociologue qui avait été complètement mis de côté. Donc, vous dites que le jeu vidéo permet d'apprendre justement par l'essai-erreur. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait des serious games ? Sans doute. Je pense que la première motivation pour les premiers serious games sont apparus quand on s'est rendu compte que les formations numériques, le e-learning, c'était quand même vraiment pas très drôle. Voilà. Qu'il fallait, que c'était ennuyeux, que les gens se retrouvaient seuls face à leur écran à devoir apprendre quelque chose, que c'était difficile d'avoir la motivation. Et donc on s'est dit, il fallait des mécaniques de récompense et qu'on s'est rendu compte que dans le jeu vidéo, comme on disait tout à l'heure, on répète les mêmes actions, on s'entraîne plusieurs fois pour réussir, on échoue et au final on développe des compétences, des compétences de tout type, hein, en fonction des jeux auxquels on joue. Ça peut être des réflexes, ça peut être la capacité à jouer en équipe, ça peut être donc la collaboration, enfin plein de compétences qui seront d'ailleurs utiles dans la vie de tout un chacun. Voilà, les premiers serious games sont arrivés comme ça. On s'est rendu compte aussi que tous les premiers apprentissages, comme tu le disais, ils ont été faits. On apprend quand on est petit en jouant. Pourquoi ça ne marcherait pas plus tard ? Voilà. Et effectivement, cette idée qu'on peut se tromper, que dans le jeu on peut se tromper, que c'est pas grave, que finalement on continue à progresser malgré nos erreurs, c'est un levier qui est super utile. Enfin, et du coup, voilà, il y avait une logique finalement à utiliser le serious game, enfin à commencer à développer des serious games dans un contexte où de plus en plus de gens ont besoin d'être formés. Voilà. Je sais pas si j'ai vraiment répondu, mais. Est-ce que le jeu vidéo comme loisir, et pas seulement comme serious game, a des vertus pour le développement des enfants ou des vertus cognitives ou sociales ? Ou est-ce qu'à l'inverse, la pratique du jeu vidéo comme loisir a aussi des risques ? Moi, je dirais qu'il a beaucoup de vertus et aussi quelques risques. Voilà, ce qu'on disait, je vais vous passer la parole après, mais effectivement, les réflexes, se sociabiliser. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément, on a cette idée du geek qui est isolé, mais en fait, les gens dans les jeux communiquent.
mettent en place des stratégies, les mettent en place ensemble, apprennent à perdre. Enfin, voilà, un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, je pense que effectivement, le jeu, effectivement, elle a se développer. Je sais pas si vous avez... Ouais, donc sur les bénéfices que peuvent apporter les jeux vidéo. Donc il y a par exemple un serious game qui s'appelle Squire Quest 2, qui est un jeu sur l'alimentation. Et donc c'est une des premières études qui a été faite, donc c'est aux États-Unis, et il est ressorti qu'il y avait une véritable amélioration de l'alimentation pour les enfants. Après en France, il y a eu aussi le développement d'un serious game, enfin on va dire d'un jeu pour les personnes âgées qui sont en dépression pour qui les médicaments ne marchent plus. Et là aussi, l'étude a montré que les personnes âgées n'étaient plus en dépression après avoir fait ces deux petits jeux. Donc au niveau des bénéfices, oui, je pense qu'il y a vraiment des choses à en tirer. Donc, et après, justement, c'est l'objet de la recherche, c'est de savoir comment on fait pour que ce soit impactant et efficace. Ouais. Donc là, on parle beaucoup des jeux sérieux qu'on appelle donc des serious games ou qu'on peut appeler des jeux utiles selon les obédiences théoriques. Moi, j'aime bien parler aussi de ce qu'on appelle le serious playing, c'est-à-dire utiliser des jeux lambda du quotidien, des jeux de l'industrie, qu'on détourne à des fins éducatives. Et on peut se rendre compte, si on reprend l'exemple de Minecraft dont je parlais tout à l'heure, des Lego virtuels, on peut apprendre parfaitement ce qu'est la gravité. Par exemple, on fait tomber un cube, il tombe, ça s'appelle la gravité. On peut faire des calculs de volume, on peut apprendre les couches géologiques de la planète à travers Minecraft, on peut apprendre la solidité des matériaux, on peut apprendre tout un tas de choses très différentes, la perspective, la lecture d'un plan pour pouvoir recréer ensuite des monuments. Enfin, en fait, en fonction de la vision sérieuse que nous-mêmes nous avons, nous pouvons finalement faire porter au jeu plein de propriétés très différentes. Et je donne souvent un exemple d'un papa qui était venu me voir en me parlant de FIFA, le jeu de foot, en me disant je supporte pas le foot, je supporte pas ce jeu, mais mon enfant y joue tout le temps, alors du coup je lui demande de me placer sur la carte après chacun de ces matchs sur quels ont été les pays qui se sont affrontés, donc il devait les montrer sur le globe, qui était la capitale des pays, lui montrer le drapeau. Alors je dis, bon, traumatisez peut-être pas votre enfant à chaque partie. On n'est pas non plus toujours obligé d'être trop sérieux, mais j'avais trouvé rigolo en fait d'essayer de trouver une vertu éducative entre guillemets au jeu qui était très occasionnel et très de l'ordre du loisir pour pouvoir se l'approprier aussi en tant qu'adulte avec des vertus plus éducative entre guillemets. On peut se rendre compte que finalement n'importe quel jeu qui peut nous paraître complètement débile en fait va avoir toujours un ressort derrière plus ou moins physique, plus ou moins mathématique. Si on prend par exemple Paf le chien où on doit prendre une catapulte et envoyer un chien le plus loin possible, en fait c'est un calcul un calcul de trajectoire, le calcul du déplacement d'un objet, d'un corps dans l'espace. Tout ça, c'est de la physique, c'est des mathématiques. On peut finalement toujours aussi, nous, en regardant n'importe quel jeu, entre guillemets, aussi débile soit-il, finalement y mettre une plus-value d'adulte. On peut aller valoriser l'abstraction spatiale qui est nécessaire pour se repérer simplement dans une petite carte ou pour savoir s'orienter dans un jeu. On va pouvoir apprendre à lire aussi plus rapidement parce qu'on va se débarrasser de ses parents vite. Alors hop, pour pouvoir être tranquille. On va chercher à apprendre à lire plus vite, au moins les petites phrases des consignes de son jeu. On apprend beaucoup l'anglais. L'anglais, c'est quand même une langue qui, à l'école, je ne vais pas critiquer l'école, mais on a quand même des difficultés à apprendre des langues vivantes quand on est assis sur une chaise d'une manière très passive, alors que finalement l'anglais on l'apprend très facilement parce qu'on parle avec plein de gens en étant connecté sur des serveurs de tous les pays. On apprend les fuseaux horaires des différents continents et des différents pays parce qu'on doit se connecter à telle heure pour jouer avec tel copain au Canada, en Asie, en Australie. On ne se rend pas compte en fait de toute la culture populaire qu'il y a aussi de manière sous-jacente à travers les jeux et à quel point on peut en tant qu'adulte justement y trouver aussi une vision peut-être un peu plus positivante ou y mettre des mots tout simplement sur ce qui est en train de se passer. Un enfant qui arrive très bien à trouver une solution pour s'en sortir dans un jeu, on va pouvoir lui demander comment tu es passé de là à là, comment tu as réussi à aller terminer ce puzzle, et l'enfant va être en difficulté d'exprimer ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en tant qu'adulte, on a aussi toute notre place, c'est d'aller valoriser peut-être comment l'enfant a réussi à donc
il a les compétences, son cerveau a réussi à s'en sortir dans l'espace, il a réussi à faire des hypothèses, à déduire des solutions, à mettre en place une planification stratégique, à mémoriser finalement son trajet initial. Il y a du multitâche, il y a de la coordination psychomotrice, une dextérité, de la psychomotricité fine. Enfin, on ne se rend pas compte en fait à quel point le jeu vidéo a aussi des ressorts cognitifs cérébraux, l'attention, la concentration, la gestion de la frustration, de la persévérance, toutes les compétences psychosociales, l'estime de soi, la valorisation, l'empathie, la gestion du stress, je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, on peut en fait aller valoriser aussi beaucoup de compétences à la fois cognitives et psychosociales à travers le jeu. Et je crois que ça tient qu'à nous, simplement de pouvoir observer aussi ce qui se passe sur l'écran et de pouvoir justement tirer des leviers éducatifs de tout ça. Je peux rebondir justement sur ce que tu disais sur les compétences psychosociales. Pour vous donner un exemple, par exemple, de jeu sur lequel nous on a travaillé et où on a mis en valeur justement les compétences psychosociales, c'est un jeu de prévention sur la santé et la sexualité, donc pour les ados et les jeunes adultes, qui a été fait donc en partenariat. Donc, on n'est pas vraiment dans ce que j'appellerais du serious game. On est dans ce que donc je vous disais du jeu à impact ou ce sur quoi on travaille. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai jeu. On n'est pas là pour apprendre des choses aux gens. On est là pour les pousser à s'interroger sur leurs pratiques. Donc c'était un jeu qui était destiné aux ados. A priori, les adolescents aujourd'hui savent. Ouais, summertime. Voilà. Les adolescents à l'heure actuelle savent, en gros, qu'il faut se protéger, qu'il faut utiliser des préservatifs. Pourtant, on voit bien que les chiffres contredisent ça. Finalement, ils les utilisent pas. Nous, notre pari, c'est que, au lieu de s'adresser à eux par des campagnes d'affichage, des campagnes de spots télé, il faut qu'on utilise leur langage. Il faut qu'on utilise un média qui les touche. Donc nous, on pense que c'est via le jeu qu'on va réussir à les faire s'interroger. Parce qu'en fait, on va les faire expérimenter dans le jeu des choses qu'ils n'auront peut-être pas besoin d'expérimenter dans la vie. On les met dans une situation où, justement, là, pour le coup, ils peuvent un peu tout tester. Ils peuvent tester tous les types de comportements et ils vont pouvoir évaluer, en fait, les conséquences de ces comportements. Et je rebondissais sur les compétences psychosociales, parce qu'on a travaillé avec une association qui est le CRIPS Île-de-France, donc qui s'occupe de la prévention dans les collèges et les lycées. Et eux, leur travail, c'est vraiment ça, c'est de s'interroger, c'est de pousser les jeunes à s'interroger sur finalement pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai une conduite à risque. Est-ce que c'est parce que je suis le groupe, j'agis sur la pression du groupe, je prends des décisions, qu'est-ce qui motive mes propres décisions? Et là, le jeu vidéo permet finalement facilement de poser ces questions et de pousser les gens à s'interroger. On met les jeunes dans la situation où ils vont devoir faire des choix. On ne juge pas leurs choix, mais ils vont expérimenter les conséquences de ces choix. Alors, est-ce que c'est effectivement, peut-être ils vont tomber malades? Est-ce que c'est finalement, ils vont avoir une attitude... alors, on parle aussi de sérophobie, par exemple. On parle de discrimination dans le jeu. Voilà. Ils vont pouvoir expérimenter quelles sont les conséquences sociales pour eux-mêmes, pour leurs amis, des décisions qu'ils vont prendre. Donc je pense que l'expérience par le jeu, c'est une bonne façon d'apprendre, de faire réfléchir et d'aborder des sujets qui ne sont pas toujours des sujets de l'ordre de la connaissance, mais plus des sujets de l'ordre du comportement. C'est là-dessus donc que travaille Hélène. C'est d'essayer de trouver comment on va faire en sorte que les gens s'interrogent sur leur comportement. Donc là, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être dans d'autres domaines. Ça peut être sur, par exemple, l'écologie. Le jeu vidéo peut être un bon outil pour interroger nos pratiques et voir comment, ensemble, on peut inventer des nouveaux modèles. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, ouais, il nous reste un peu de temps pour des questions. Bonjour. J'aimerais savoir si il y a forcément des jeux vidéo qui indéniablement permettent de développer des capacités, d'apprendre, mais cependant, est-ce que c'est le cas de tous les jeux vidéo? Et est-ce que tous les joueurs ont justement cette démarche de s'interroger? Vous parliez par exemple de Paf le chien. Je ne pense pas que la plupart des joueurs vont aller s'interroger sur la gravité ou sur les angles après. Et comment justement... pousser les joueurs à avoir cette démarche de développer leur curiosité avec les jeux. Alors oui, tous les jeux
n'importe quel type de jeu développera quelque chose. Le tout, effectivement, c'est d'en avoir conscience à un moment pour pouvoir faire du transfert de compétences. En tout cas, que cette compétence-là puisse nous servir à quelque chose à un moment dans le réel. C'est pour ça que j'insistais sur le rôle de l'adulte aussi. Au lieu d'aller dénigrer finalement les jeux ou de considérer que les activités sont débiles ou que le jeu serait débile ou que le contenu serait débile ou futile, peut-être d'aller se demander, tiens, moi en tant qu'adulte, qu'est-ce que je peux voir si je me décale un tout petit peu en termes de pensée? Qu'est-ce que je vais pouvoir valoriser? Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer à l'enfant, l'ado ou le grand ado qu'il est en train de développer comme compétences, comme savoir-faire, comme savoir-être, etc. C'est justement comment, à plusieurs, on peut essayer de combiner finalement un autre regard peut-être sur un jeu qui ne nous paraîtrait pas forcément utile ou sérieux au préalable. Après, c'est des outils qui vont très très vite, hein, ça va plus vite que le seuil de notre conscience, donc on n'a pas le temps de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de développer comme stratégie ou ce qu'on est en train de mettre en place comme choix. Et c'est bien peut-être là l'intérêt aussi d'en parler ensemble dans des temps longs du réel, c'est de remettre des mots et de pousser par exemple un enfant, mais c'est valable avec un senior, un adulte, de dire tiens, comment tu es arrivé à tel résultat, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu, obligé finalement à aller parler du jeu va remettre aussi les cases autrement en termes de mémorisation, d'aller remettre peut-être un peu de lien et de pousser à comprendre ce qu'on a fait comme choix de jeu. On va pouvoir se rendre compte que quand un enfant va par essai-erreur arriver à la fin à résoudre son énigme, si on lui fait repartir au début du jeu, il n'aura pas compris en fait comment arriver à son but sans refaire les mêmes erreurs. Donc c'est là aussi, encore une fois, l'intérêt d'avoir des adultes ou d'être à plusieurs, c'est de pouvoir dire, bah, tu vois, tu aurais pu passer finalement par un autre chemin, de faire prendre conscience que là, on a été dans de l'essai-erreur et qu'on aurait pu mettre en place une autre stratégie, justement pour aider à développer, pour le coup, là, c'est des chemins synaptiques, hein, avec d'autres possibilités. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut sans doute tirer quelque chose d'intéressant de tous les jeux. Après, je pense quand même qu'il y a des jeux qui vont plus développer certaines compétences, qui vont plus pousser à s'interroger. Il y a quand même des gens, que ce soit dans le serious game ou dans le jeu grand public pure entertainment, des gens, aujourd'hui, il y a vraiment une grande pluralité. Il y a des jeux qui ont un vrai parti pris aussi, un vrai parti pris d'auteur qui interroge le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Enterre-moi mon amour. Qui est un jeu mobile qui retrace l'histoire d'une réfugiée syrienne qui va traverser en fait toute l'Europe pour aller se mettre à l'abri en laissant son mari sur place. Et donc tout le jeu, nous on incarne le mari, et on lui envoie des petits messages pendant tout le jeu et on la guide. Elle nous demande bah, qu'est-ce que je fais, je suis à la frontière, j'entends des tirs, est-ce que j'essaie de passer ou pas? Et là on va lui dire bah oui, je pense que tu devrais ou pas. Et en fonction des choix qu'on fait, bah, est-ce qu'elle arrivera saine et sauve à destination? Et ce genre de jeu, par exemple, qui permet vraiment de changer les points de vue, ça change notre regard. Ça interroge en tout cas le regard qu'on peut avoir sur les réfugiés qui vont arriver. Voilà, le jeu peut avoir plein de façons d'impacter soit notre regard sur le monde, soit les compétences. Après, moi, je dirais que pas tous les jeux quand même. Je voulais pas dire que tous les jeux sont formidables, que tous les jeux sont bons et que tous les jeux sont à mettre entre les mains de tout le monde. Hein. C'était bien sûr qu'il y a des jeux qui sont bien plus intéressants ou pertinents à notre sens, mais après c'est dans le jugement aussi que de dire il y a tel bon jeu ou tel mauvais jeu. Bon, donc j'essaie toujours d'être prudente dans les mots. Après, je crois que c'est à nous, en toute conscience, hein, comme on fait des choix d'alimentation et des choix d'achat de livres et des choix d'achat de DVD, etc., de savoir justement ce qu'on a envie de mettre entre les mains des enfants et si on peut, ou des grands enfants. Si on peut avoir aussi cette plus-value-là d'apporter des contenus alternatifs que nous considérons en tout cas comme plus pertinents, des contenus à message, des contenus plus indépendants qui vont peut-être pas forcément toujours alimenter un grand marketing, mais peut-être aussi prendre des contre-pieds. Il y a tout ce qu'on appelle les news games, qui sont des jeux autour des actualités, qui sont pas forcément des jeux, ça rentre dans la case des jeux sérieux, mais c'est des jeux liés à l'actualité. On a plein en fait de jeux différents qui peuvent tous nous satisfaire. Donc je voulais pas dire que tous les jeux se valaient et que tous les jeux étaient extrêmement intéressants. Je voulais juste dire que chaque jeu peut
finalement être valorisé d'une manière ou d'une autre, et que si on prend un peu le contre-pied de l'aspect un peu débile manifeste d'un jeu qui nous paraîtrait très simple ou simpliste, on peut finalement quand même trouver un intérêt là-dedans. On peut dans tous les cas développer des compétences cognitives malgré tout. En tout cas, on ne perdra pas de morceaux de cerveau en étant en train de jouer à Paf le chien. Dans tous les cas, ça développera une psychomotricité fine, une capacité d'attention, de concentration, de mémorisation, du trajectoire dans l'espace, etc. Donc, c'est pas si inintéressant pour le cerveau. Après que nous, on considère en tant qu'observateur que ce soit pas le meilleur jeu et qu'on pourrait aller apporter bien plus en perdant le même nombre d'heures, voilà, bien sûr, mais tous les jeux peuvent quand même être intéressants, et je crois que c'est bien de ne pas dévaloriser non plus, tout en faisant la préconisation d'aller choisir, bien entendu, des jeux qui seront adaptés à l'âge, qui vont être adaptés à vos valeurs, qui vont être adaptés à ce que vous avez envie de transmettre. Et on a, dans ce cas-là, tout un tas de jeux qui permettent de sensibiliser à tous les sujets qui existent. Et donc, quand on cherche un peu et qu'on fouille un peu, on se rend compte qu'en fait, tout existe. Et qu'on n'est pas obligé de se contenter, justement, des jeux... Donc juste pour compléter sur cette question, il y a une étude du ministère de l'Éducation qui a été faite sur l'impact des différents loisirs sur les enfants, sur leurs compétences à l'école. Et le seul loisir qui améliore les compétences, c'est la lecture. Le jeu vidéo, c'est un impact 0. Et tous les autres loisirs, c'est un impact négatif. Donc regarder une série, alors après ça dépend du type de film, du type de série, etc. Mais il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est quand même... Son atout majeur, c'est l'interactivité. Donc on n'est pas passif, contrairement à la télévision, par exemple, même si après, très bonne chose à la télévision, c'est pas la question. Mais ce que montre l'étude, c'est qu'en tout cas, les jeux vidéo n'ont pas d'impact négatif. Donc même Paf le chien ou Tetris, même s'il n'y a pas de vrai bonus, en tout cas, il n'y aura pas d'impact négatif. Et ça, c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Et il n'y a que la littérature qui vraiment augmente les compétences. Voilà. C'est pour ça que j'insistais sur cette notion de complémentarité, d'être à plusieurs. Intrinsèquement, si effectivement on ne valorise jamais les compétences apprises, en fait, personne ne saura qu'il est en train d'apprendre un certain nombre de choses à travers son jeu. Alors que si quelqu'un est en train de regarder la situation et dit, tu vois, là, tu es en train de faire du calcul trajectoire dans l'espace, etc., là, on se rend compte qu'on est en train d'apprendre quelque chose. Et c'est aussi le problème des serious games, c'est qu'il y en a un certain nombre qui marchent bien, il y en a pas mal qui ne marchent pas. Parce que si finalement on ne répète pas l'apprentissage d'une manière croisée, un peu ce qu'on appelle du transmédia, donc en lisant aussi, en prenant un temps long, en changeant la posture de son corps dans l'espace, en recroisant ces informations d'une manière diversifiée et complémentaire, bah finalement l'apprentissage il ne sera pas toujours très bénéfique. Ça dépend de votre manière à vous d'apprendre, ça dépend on a tous des multiples intelligences et du coup on n'a pas tous la même manière d'appréhender le monde. Donc c'est pour ça que je crois que c'est important d'être en complémentarité, de croiser aussi les expériences, et on peut simplement se dire que le jeu peut apporter quelque chose, mais si on y met du discours, si on reprend le temps long, si on remet le temps de la lecture, c'est un temps long où on est sur les ondes gamma, etc. Enfin, on n'est pas sur les mêmes ondes cérébrales de toute façon quand on lit, quand on médite, quand on dort, quand on joue, Et c'est intéressant aussi de croiser tout ça et de se dire que finalement, il n'y a peut-être pas un média qui est meilleur qu'un autre, mais que tout en complémentarité, par contre, peut finalement nous aider énormément, et notamment pour les enfants plus en difficulté, hein, les décrocheurs, les dyslexiques, les dysorthographiques. Enfin, on voit qu'il y a des profils qui ne sont pas forcément les mêmes non plus. On n'apprend pas tous de la même manière. Et si on peut croiser justement les modalités d'apprentissage pour essayer de favoriser vraiment quelque chose et faire en sorte que tout le monde ait à un moment le droit d'apprendre d'une manière ou d'une autre, ça peut aussi être extrêmement bénéfique. Merci beaucoup à toutes et à toutes d'avoir assisté et participé à cette table ronde. Merci beaucoup à nos intervenantes. Et cet après-midi, à partir de 13h45, le collectif Pédagogeux animera des ateliers de sensibilisation ici, dans ce même espace, à l'Agora de l'ILAB. Et vous êtes les bienvenus. Merci.